L'antisémitisme, malheureusement, on connaît, depuis toujours pour ainsi dire. Mais d'où vient ce fléau? Comment est-il né? Comment s'est-il développé? Et peut-on y voir clair dans son histoire? C'est à ce projet ambitieux que répond un documentaire riche et intelligent que vous pourrez voir sur Arte le mardi 12 avril à partir de 20h50 et intitulé tout simplement « Histoire de l'antisémitisme ». Ce film, en 4 volets, a été réalisé par Jonathan Ayoun, en coécriture avec Judith Cohen-Solal, et il est étayé par des interventions filmées de psychanalystes, de sociologues, d'historiens, dont Joël Kotek, spécialiste de la question, et lequel nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui sur Academ, en compagnie de Jonathan et Judith. Alors bonjour à tous les trois. Bonjour. Punition divine, identité maudite. L'idée que l'antisémitisme serait inhérent à l'existence du peuple juif est une construction humaine. Où ce phénomène a-t-il pris racine? Comment a-t-il participé à la manière dont les sociétés se conçoivent et se construisent? Ces questions sont au cœur d'une longue histoire qui a traversé les siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Certains historiens, dont Pascal Horry, que nous avons récemment reçu sur Academ, refusent de parler d'antisémitisme, voire même d'antijudaïsme dans l'Antiquité, avant la naissance du christianisme. Et vous avez pris le parti d'inclure l'Antiquité pré-chrétienne. Pourquoi? On a choisi, par facilité de langage, comme on le fait tout un chacun, d'inclure l'antijudaïsme et de remonter jusqu'à l'Antiquité quand on parle d'antisémitisme, même si le terme apparaît oui, bien au sûr. 19e siècle, Oui, et s'il peut s'appliquer à des périodes plus lointaines, on pourrait même dire à partir des croisades plus précisément. Mais les premiers mouvements de violence à l'égard des Juifs, documentés, recensés, remontent à l'Antiquité. Et voire même, les textes peuvent remonter à l'Antiquité pré-chrétienne qui arrive avant notre premier événement de la série, qui est l'émeute anti-juive à Alexandrie en 38. Et nous nous sommes basés sur cet élément-là, parce que c'est celui qui est le premier documenté sur les violences, où il y a des récits. Donc nous avons décidé de nous appuyer sur là où les historiens considèrent que nous avons suffisamment de traces et de sources pour pouvoir le raconter. Et puis c'est vrai qu'il est important d'évoquer la question de l'antijudaïsme, parce que même que lorsqu'on lit les textes latins, on voit qu'il y a de l'antijudaïsme et une certaine méfiance, une incrédulité vis-à-vis de ces juifs, etc., de la part des auteurs latins. Et c'est vrai qu'il y a des émeutes à l'époque de Philon d'Alexandrie qui sont à l'origine de la guerre de Judée d'ailleurs. Mais c'est compliqué à documenter. C'est compliqué. Il y a Tacite, par exemple. Tacite dit que c'est une engeance détestable, mais il ne dit pas ça que par rapport aux Juifs. Mais non, c'est ça. On est dans un antijudaïsme presque philosophique, je dirais, en quelque sorte. La populace se jeta sur nous avec une fureur sauvage. Chacun montrait son butin aux passants, souvent sous les yeux de ceux qu'ils avaient dépouillés. C'était cependant moins affreux que ce qui suivit. La populace d'Alexandrie s'était postée tout autour de l'étroit quartier dans lequel on avait refoulé les Juifs. On les blessait à coups de pierre, d'autres furent brûlés. On n'épargna pas même les femmes. On en arrêta beaucoup qu'on prit pour juives. Celles qui refusaient de toucher la viande de porc étaient livrées aux bourreaux pour subir les pires supplices. En réaction, Philon va écrire le premier texte de l'histoire s'élevant contre la haine des Juifs. Et donc justement à ce propos, je voulais vous questionner sur le titre aussi. Donc Jonathan, vous m'avez partiellement répondu, Histoire de l'antisémitisme. Mais dans le film, effectivement, certains intervenants emploient indifféremment les termes d'antijudaïsme et d'antisémitisme. Et je voulais demander à Joël, quelle est la différence entre les deux et comment ça se structure justement? Oui, alors d'un côté, il faut utiliser le mot antisémitisme comme terme générique. On n'a pas le choix. C'est un mauvais terme, parce qu'il n'y a pas de sémite. Et puis ce mot ne correspond à rien, mais on l'utilise parce que c'est le mot, c'est comme ça. Il faut une approche nominaliste. D'un autre côté, l'historien fera une différence entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme. Alors pour moi, et pour un certain nombre d'historiens médiévistes, ou je dirais de bons historiens, l'antijudaïsme c'est le rejet en quelque sorte du judaïsme en tant que tel. Ce qu'on reproche aux juifs, c'est ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils pratiquent. Et notamment les Romains se moquent des Juifs parce qu'ils ont inventé le week-end, donc ils les considèrent comme des paresseux. Ou alors ils considèrent que ce sont des athées parce qu'ils ne croient pas en un Dieu en quelque sorte incarné.
Et là, on peut dire, ça c'est de l'anti-judaïsme. Et puis surgit au XIIe siècle, au XIe, XIIe siècle, l'antisémitisme, qui est un rejet des Juifs en tant que tel, et qui font des Juifs, en quelque sorte, les responsables des malheurs du monde, selon l'idée, alors là, ce qu'on reproche aux Juifs, ce n'est pas ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils ne sont pas, des ennemis du genre humain, et ce qu'ils n'en font pas, c'est-à-dire provoquer des maladies, tuer des enfants, etc. Donc c'est une grande différence. Ça devient une psychose, ça devient une idée de complot. Ça surgit au moment des croisades? Ça surgit, oui, au moment des croisades, avec le millénarisme, la peur, et puis aussi, dans une certaine mesure aussi, le redécalage de l'Occident, le développement des villes, où ces Juifs qui avaient une certaine utilité dans le commerce et pour un certain nombre de tâches deviennent inutiles, donc et d'inutiles deviendront nuisibles, et de nuisibles, etc. Ils seront expulsés. Alors il y a aussi un moment un peu psychanalytique dans le documentaire qui est vraiment formidable, que j'ai eu la joie de pouvoir regarder en avant-première. Certains psychanalystes disent que une fois qu'on les a massacrés, il fallait bien trouver une raison. Il fallait bien les trouver haïssables, puisqu'on les avait tués. Oui, mais c'est aussi la cause de l'esclavage, en quelque sorte. Les Noirs deviennent des esclaves, et puis on en fait des êtres en quelque sorte inférieurs. C'est a posteriori, bien évidemment. Mais ça, c'est assez classique. On connaît le proverbe russe. Si tu veux tuer ton chien, mais dis qu'il a la rage, tout simplement. Et c'est un peu le cas des Juifs, mais c'est plus compliqué avec les Juifs. Les Juifs, il y a une raison quand même différente. Dans de la psychanalyse, c'est le rejet du père. Principalement, c'est ça. Le judaïsme, c'est la religion mère, en quelque sorte. C'est la mère à la fois du christianisme et de l'islam. Et donc, le problème, c'est que comment gérer cette relation compliquée, si on veut exister soi-même. Et dans ce documentaire, vous montrez vraiment bien, Jonathan et Judith, tous, vous montrez comment l'antisémitisme se construit au fil des siècles, avec des moments clés, dont on va peut-être parler, mais aussi des constantes, des mythes, des préjugés qui parcourent l'histoire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, quelles sont ces constantes? Quelles sont les constantes que vous avez retrouvées dans toute la trajectoire historique? Alors, peut-être que je rajouterai quelques mots du coup sur la question de l'aspect psychanalytique, parce qu'au fond c'est ça qui est récurrent. Et après il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus marquées différemment, peut-être Jonathan pourra en parler, mais la constante c'est quand même qu'on a besoin de projeter sur un autre quelque chose qui nous dérange, et au fond ça serait l'étrangeté en soi. Donc quand on se regarde dans un miroir, c'est nous-mêmes, mais en vérité non, c'est quelqu'un d'autre, puisque c'est l'image de nous-mêmes reflétée dans le miroir. Et cette inquiétante étrangeté, elle est facile à projeter sur les Juifs, puisque justement, ils ne sont pas distinguables. Donc ce qu'on retrouve, je crois, au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a un besoin de les distinguer extérieurement, donc en mettant des signes, et ça c'est une des choses qui est récurrente, justement parce que ils pourraient se fondre avec les autres, et notamment juifs et chrétiens pendant très longtemps se fondent. Ils vont même les uns chez les autres, enfin ils font même des fêtes les uns avec les autres. Soucieux de l'adhésion des populations, le pape cherche à centraliser les discours religieux. Il s'inquiète alors de la trop grande proximité qui existe encore entre juifs et chrétiens, et la définit comme une menace contre laquelle il faut agir. Les populations ont du mal à faire la différence entre la conversion au judaïsme ou la conversion au christianisme, et parfois il n'y a même pas de conversion, ce sont simplement des pratiques. Dans les populations, même encore au cours du Haut Moyen-Âge, et certainement au cours de l'Antiquité tardive, les gens n'ont même pas besoin ni de passer forcément par le baptême, ni même de se circoncire. Avant l'an 1000, vous ne pouviez pas distinguer les Juifs. Et ils n'avaient pas l'air différents. Ils ont les mêmes traits du visage, portent le même vêtement. Ils ont tous la tête nue, sont tous rasés de près. Il n'y a pas de différence. Les Juifs étaient des gens comme tout le monde, qui parlaient les langues du pays, qui étaient habillés exactement comme les autres, et rien ne pouvait permettre de les reconnaître. Donc on peut frayer avec eux, on peut les épouser et on peut finir par être enterré au cimetière juif. Ce qui est un grand danger pour les chrétiens. Moi j'avais autre chose en tête, moi j'avais les légendes de sang. Bien sûr. Le nez crochu et le complot. Les légendes de sang, donc les accusations de crimes rituels faisant des juifs, des tueurs d'enfants pour utiliser le sang à l'occasion de la Pâque, dans la consommation de la matzah, du pain azim.
apparaissent en réalité, apparaissent même avant, avant que ça devienne un mythe chrétien. C'est en 1144 à Norwich qu'apparaît la première légende de sang qui accuse les Juifs. Mais en réalité, la question du sacrifice humain et du sacrifice d'enfants ou de païens est déjà née dans l'Antiquité. À Alexandrie, c'est une des accusations qui apparaît au tout début, en tout cas parmi l'un des tout premiers anti-juifs, qui est Appion. Tout comme le complot. L'accusation des Juifs qui complotent pour dominer le monde et être la cause des malheurs de tout un chacun apparaît aussi à ce moment-là à Alexandrie. Puisqu'ils sont accusés de la chute de l'Égypte aux mains des Perses, puis des Romains. Donc ils sont la cause du malheur du peuple, enfin des Égyptiens à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après on retrouve ces deux accusations-là très souvent, très régulièrement, transformées, recyclées, modifiées. Tandis que l'apparition du nez crochu, avant 1100 et quelques, personne, nulle part, n'associait les Juifs à aucun type de nez. C'est vraiment né à ce moment-là, à partir du moment où on a voulu les distinguer dans l'art chrétien, et ça se fait sur le temps long. Il y a les premiers nez crochus qui sont repérés par l'historienne américaine Sarah Lipton, qui a repéré ce premier nez crochu, qu'on peut aujourd'hui voir si nous allons visiter le Louvre, puisque c'est sur un coffre reliquaire à l'intérieur du Louvre. Et après, c'est quelque chose qui s'est développé, et ça, de décennies, de siècle en siècle, image par image, ça s'est installé dans l'imaginaire de tous. Ça, on le voit très bien dans le documentaire, hein, comment les représentations médiévales crochettent le nez. Et alors, Joël, quel est le fantasme le plus prégnant encore de nos jours, parmi ces constantes? Qu'est-ce qui est le plus fort actuellement? Le fantasme, ce serait alors, si on parle par rapport à l'actualité, c'est quand même l'idée du juif tueur d'enfants qui est absolument extraordinaire. Lorsqu'on voit les manifestations anti-israéliennes, etc., c'est absolument stupéfiant. Les campagnes de boycott à l'occasion de BDS, on va représenter les enfants morts, on va représenter. Donc le juif vampire, c'est quelque chose de très récurrent. Mais l'idée de complot, et pour reprendre ce que dit Jonathan, c'est-à-dire l'idée de complot, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un lien entre l'Antiquité, c'est vrai que c'est assez étonnant, ça surgit quand même près de 1000 ans après, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même l'idée de complot, et ce qui amène l'idée de complot, c'est quand même le mythe de Judas, qui est un mythe absolument extraordinaire, qui fait d'un juif, mais ils sont tous juifs en fait, tous les compagnons de Jésus sont tous juifs, en inventant un personnage qui s'appelle juif, d'en faire le responsable de la crucifixion, enfin de l'arrestation de Jésus et puis de sa mort en quelque sorte. Le mythe du déicide, je dirais que c'est le mythe fondateur effectivement qu'on retrouve et qui est une constante. Et d'ailleurs, le crime rituel, c'est en fait une ressuscité de ça en quelque sorte. Et l'enfant sacrifié est représenté souvent sous la forme un peu du Christ, etc. L'enfant Jésus, bien sûr. Jésus. Comme la profanation d'hostie, ça rentre. Exactement, c'est la même chose, hein, puisque c'est le corps du Christ, etc. Donc l'idée que les Juifs sont les responsables de malheur du monde, on le retrouve aujourd'hui à toutes les sauces, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit... le Covid, enfin, voilà. Oui, ou lorsque des touristes sont mangés par des requins dans le Sinaï, eh bien, on accuse le Mossad, etc. Ou Erdogan, tout récemment, qui accuse les francs-maçons et les Juifs d'être responsables du génocide des Arméniens. Derrière, il y a le Judas, c'est celui qui trahit aussi. Voilà. Absolument. Donc le traître. Je pense que l'image du traître, c'est celle qui revient aussi beaucoup. Et c'est le traître, notamment parce que, justement, on le soupçonne toujours d'être allié ailleurs qu'à l'endroit où il se trouve. Et de là, cette idée de complot international. Et du coup, on peut, de cette manière-là, accuser les Juifs d'une chose et du contraire. Elizabeth Yoshua le dit très bien dans le film. Quel rapport il y a entre Trotsky et Rothschild ? Et pourtant, on va imaginer à chaque fois cette idée qu'au-delà de l'appartenance à l'endroit où ils sont, il y a toujours cette idée que l'entre-soi, entre eux, de toute manière, ça va toujours primer sur la fidélité qu'ils peuvent avoir à l'endroit où ils se trouvent. Et le mythe de Judas, effectivement, c'est un mythe de complot, c'est le Sanhédrin, c'est l'origine du protocole des sages de Sion, c'est le Sanhédrin, effectivement, et Judas, il trahit pour de l'argent aussi, ce qui est important. L'idée des Juifs, de l'argent. Et par la suite aussi, lorsqu'il y a la première occurrence du crime rituel en 1144 à Norwich, ce seraient des Juifs de Narbonne qui demandent à des Juifs anglais de sacrifier un enfant. Donc toujours l'idée que les Juifs sont liés entre eux, par-delà les peuples, les nations, etc. En 1144, dans le comté de Norwich, en Angleterre, peu avant Pâques, le jeune Guillaume, 12 ans, est porté disparu. Les habitants partent à sa recherche.
Son corps est retrouvé criblé de coups de couteau dans une forêt. Alors que les autorités locales tentent de retrouver les coupables, une rumeur parcourt la ville. Le jeune garçon aurait été enlevé par les Juifs de la ville. Il lui aurait infligé les pires tortures possibles et imaginables. C'est la première fois qu'apparaît en Europe une accusation de crime rituel. Appelée aussi légende de sang, cette accusation renforce la criminalisation des Juifs dans le monde chrétien. Elle en devient l'un des mythes fondateurs. Dans une église de Norwich, un tableau laisse trace de cette légende. Il montre des Juifs utilisant le sang de l'enfant pour fabriquer le pain azim, la matzah en hébreu, consommé à l'occasion de la Pâque juive. On va progressivement accuser les Juifs de tuer des enfants chrétiens, et notamment pour la fabrication de la matzah. Que la matzah aurait un élément secret, et cet élément secret, c'est du sang d'enfant. Et que les Juifs seraient en quelque sorte, finalement, des vampires. C'est peut-être le mythe antisémite le plus puissant, on pourrait dire, au travers de l'histoire. Et donc c'est la première occurrence. C'est la première fois que ce mythe surgit, puis il surgit à Blois, etc. Puis ensuite, en France, on a aussi des accusations pareilles. Il y a à peu près 200 accusations dans l'Europe chrétienne. Et puis après, il y a même eu à Damas en 1840. Mais il y a à peu près, et la dernière grande accusation, c'est en Pologne, en 1946, après la Shoah. Et d'ailleurs, il y a encore un culte à Norwich de cet enfant martyr. Ça, vous le dites bien dans le documentaire. Alors, le culte a été arrêté. Tous ces enfants ont été décanonisés et désacralisés. Oui, la cathédrale a arrêté le culte officiellement, mais des groupes se rendent chaque année encore pour rendre hommage et se recueillir sur la tombe ou ce qu'il en reste de Guillaume de Norwich. Mais la récurrence, en effet, assez impressionnante, c'est la circulation à travers le monde et à travers le temps, très très rapidement. On le retrouve dans beaucoup de pays d'Europe, dans un temps, en quelques décennies. Et la durée, la longévité, puisque même au moment de la sortie des camps, des survivants en Pologne, dans la ville de Kielce, sont attaqués pour cette raison-là. Avant-guerre, Kielce comptait 24 000 Juifs. Ils ne sont que 200, moins de 1% à rentrer. Découvrant leur maison occupée par des Polonais, n'ayant nulle part où aller, 160 d'entre eux sont accueillis dans un immeuble mis à leur disposition par une organisation juive. Ils vont y recommencer leur vie. Mais à peine un mois après leur installation, une rumeur parcourt la ville. Des Juifs auraient séquestré un enfant dans cet immeuble. Ils sont accusés d'avoir enlevé le jeune garçon afin de pratiquer des transfusions sanguines prétendument nécessaires à leur survie au sortir des camps de la mort. Les ouvriers ont été informés par la famille de l'enfant. Les parents travaillaient à proximité de l'usine. Et aux alentours de midi, ils se sont rassemblés devant le bâtiment. C'est ainsi qu'a commencé le pogrom de Kielce. J'ai vu une femme tuée à bout portant et tomber par le balcon. Puis ils ont commencé à jeter les gens dans l'eau. Ils les achevaient à coups de bâton dans la rivière. Au cours de ce pogrom, 42 Juifs sont tués et 80 blessés. La brutalité du pogrom de Kielce a mis fin à l'espoir de beaucoup de Juifs de se réinstaller en Pologne après la fin de l'occupation nazie. Alors Jonathan et Judith, vous explorez bien l'axe qui va du complot juif, dont on a parlé, au complot sioniste, en démontrant évidemment que l'antisionisme est effectivement la figure contemporaine du complot juif. Est-ce qu'on vous a laissé dire ? Est-ce que les gens qui ont visionné le film vous ont laissé dire ça, vous ont fait des objections ? Nous, on se base sur le travail des historiens. C'est un récit chronologique qui cherche à montrer l'apparition des différentes facettes du phénomène.
l'antisionisme, il est inévitable quand on traite de l'antisémitisme de 1945 à nos jours. Donc on ne pouvait pas faire ce dernier épisode sans en parler. Mais en parlant, en le situant dans l'histoire. Le situer dans l'histoire, c'est aussi montrer par exemple la manière dont il apparaît et dont il est instrumentalisé dans les procès dans l'Union soviétique. Et particulièrement au moment du procès Slansky, où là, eh bien, ils sont accusés d'être juifs, mais le mot est un d'être sioniste, le mot est un subterfuge à la place du mot juif. Donc il n'y a même pas eu de débat possible, on est tous d'accord avec que ce soit la production ou la chaîne pour venir rappeler ce que les historiens disent, c'est-à-dire que l'antisionisme comme visage de l'antisémitisme est né, est né bien avant, mais s'est développé, s'est déployé dans les années 50. Donc on l'a situé à ce moment-là et puis après on montre sa continuité jusqu'à nos jours. Et faire une histoire de l'antisémitisme documentée de l'an 38 à maintenant, c'est combien d'années de travail? Moi, je dirais 4 ans. Moi, je dirais 3 ans, mais... C'est 3 ans et demi, au moins. Bon, en tout cas, c'est plusieurs années, mais c'est vrai qu'on a eu mais c'est surtout la chance de pouvoir, puisque d'ailleurs on traite d'une histoire sur le temps long, de pouvoir travailler sur le temps long. Et d'avoir le temps de digérer notre manière de mener les entretiens, de tourner. Et ça, c'est vraiment, avec la productrice Simone Harari-Beaulieu, que la possibilité nous a été donnée de pouvoir prendre le temps de réaliser ce travail. Donc à ce propos, donc le documentaire va passer sur Arte, donc les 4 volets, donc le 12 avril à partir de 20h50, et ensuite... Et même en amont. En amont, d'accord. Dès le 5 avril, c'est sur la plateforme arte.tv et elle le restera jusqu'à début juin. Donc le 12 avril, la diffusion télé, mais sur la plateforme arte.tv pendant 2 mois. Et puis il y aura un coffret aussi. DVD qui sort le 19 avril. D'accord. L'image tient forcément, hein, il y a l'écriture bien sûr, mais il y a l'image, hein, tient forcément une large place dans votre travail. Alors comment vous avez fait pour fournir des images sur des périodes sur lesquelles on n'en a pas? Eh bien, il a fallu faire preuve d'inventivité et de créativité, et pour ça s'entourer de talent. Un dessinateur hors pair qui s'appelle Léonard Cohen, à ne pas confondre, qui a fait des dessins fabuleux pour recréer certaines scènes, et notamment des temps de témoignage, notamment de Philon d'Alexandrie, parce qu'on parlait, on a le récit de Philon d'Alexandrie qui est mis en image, mis en dessin par Léonard Cohen. Et puis surtout, il y a eu un partenariat avec Ubisoft, les jeux vidéo Assassin's Creed, qui sont les reconstitutions au 3D historiques les plus abouties du secteur. Donc on a Alexandrie dans l'Antiquité, la Révolution française au moment de la bataille pour l'émancipation, Londres au moment de la Révolution industrielle, et ça c'était essentiel. Et toutes ces images-là du jeu, sans les batailles, sans les personnages, captées par un jeune très talentueux qui s'appelle Ruben Thiard, qui a circulé dans le jeu pour filmer ces différentes scènes, pour réussir à les restituer, et bien ça remplit une fonction essentielle. Mais j'ajouterai un petit mot là-dessus, parce que ça pourrait choquer certains de se dire mais on n'utilise pas des images virtuelles pour évoquer ces différentes périodes. Et on s'est posé la question, au-delà du caractère impressionnant de ces images. Oui, c'est très beau. Elles sont belles, elles sont... Oui. C'est un budget et des temps de travaux qui n'ont encore rien à voir avec ce que nous, on y a consacré. Mais ces images-là, elles ont de la valeur, puisqu'elles ont été très travaillées par des historiens. Par exemple, l'incendie de Notre-Dame de Paris, juste après, les autorités se sont dirigées vers eux pour utiliser leur modélisation 3D de Notre-Dame pour la reconstruction. Donc elles ont de la valeur, et peut-être même plus, en tout cas pas moins, que lorsqu'on utilise des tableaux, des représentations qui ont été faites plusieurs siècles après d'un événement. Bien sûr. La prise de la Bastille est le signal de soulèvement partout dans le pays. À Versailles, contre l'avis du roi, des députés s'érigent en assemblée représentante de la nation. Le 26 août 1789, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration de principe qui affirme l'égalité entre les hommes. C'est un bouleversement pour le peuple français et pour les Juifs, le signe d'un immense espoir. L'Assemblée vote l'égalité pour de nombreuses catégories de la population. Les protestants, les comédiens et les bourreaux sont émancipés. Mais elle refuse d'accorder aux Juifs la citoyenneté. Isaac Ber est le porte-parole des Juifs de Lorraine. Il a reçu l'autorisation de s'exprimer au sein de l'Assemblée.
Il devient ainsi le premier juif à prendre la parole devant les représentants de la nation. Lorsqu'il monte à la tribune, des dizaines d'entre eux désertent les rangs. Il s'est trouvé ici des hommes qui nous disputent les droits que nous réclamions à juste titre. J'espère que vous serez convaincus que votre opinion ne peut plus être admise et que, après que l'Assemblée a décrété les droits de l'homme sans distinguer le chrétien du juif, elle ne peut plus décréter le contraire pour les juifs. Que les hommes nous regardent comme leurs frères. Le nombre de débats qui sont consacrés d'une manière ou d'une autre aux juifs dépasse toute imagination. On en compte peut-être autour de 30 pendant la Révolution française. Or, les juifs représentent 0, quelque chose % de la population française. Ce n'est rien, c'est 40 000 personnes sur 16 ou 18 millions de personnes. Mais de manière symbolique, cette question est importante. Il arrive même que les intervenants, comme vous, Joël, entraînés dans leur réflexion, proposent carrément une définition de l'antisémitisme. Vous pourriez nous en donner une? C'est ce que j'ai dit, plus ou moins. L'antisémitisme, oui, c'est le fait de détester les juifs pour ce qu'ils ne font pas, etc. C'est ça, principalement. C'est détester des gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont... Le mystère de l'antisémitisme, c'est que, bon, c'est un code culturel et ce sont des gens extrêmement peu nombreux. C'est ça la grande différence avec le racisme. C'est-à-dire, Hitler prend le pouvoir sur base d'un discours qui s'attaque aux juifs. Il y a moins d'1% de juifs en Allemagne. Et lorsque je pose à mes étudiants la question de savoir quel est le pourcentage de juifs en Allemagne, des gens me diront 50%, 20%, etc. Et lorsque je dis 1%, ils sont ébahis. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'en Pologne, il est impossible, contrairement aujourd'hui en Ukraine, d'avoir un président juif, parce que, et quand bien même, il n'y a plus de juifs en Pologne, etc. Et que le meilleur moyen de disqualifier un candidat, c'est de dire qu'il est d'origine juive. Et donc c'est ça le mystère de l'antisémitisme. Le fait qu'il y ait même des historiens antisémites, enfin des faux historiens antisémites au Japon, où on voit un faux historien japonais qui dit que Enola Gay, qui était le nom de l'avion qui a bombardé Hiroshima, signifiait en yiddish « tuer l'empereur ». Alors c'était le nom, bien sûr, le nom de la mère du pilote. Donc voilà, c'est ça l'antisémitisme. C'est l'explication des malheurs du monde. C'est de trouver dans le juif la responsabilité des malheurs du monde. C'est commode et ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que quand on demande aux gens comme ça, à votre avis, combien il y a de juifs dans le monde, ils disent jamais moins que 100 millions. Moi, j'ai jamais entendu moins que 100 millions. Et pourtant, l'antisémitisme existe dans des endroits sans juifs. Exact. Et il faut décorréler, d'ailleurs, les deux, l'histoire des juifs et l'histoire de l'antisémitisme, dans le sens où, en fait, c'est deux histoires différentes. Oui, parce que l'antisémitisme, ce n'est pas une histoire des juifs. Les juifs en sont malheureusement les victimes, mais c'est une histoire de société en crise ou en mutation. C'est tout. Ça ne concerne pas les juifs, en quelque sorte. Et d'ailleurs, comme j'explique à mes étudiants, lorsqu'il n'y a plus de juifs, on s'attaque aux femmes, qui est l'autre minorité, l'autre part de soi-même. Parler de l'antisémitisme, c'est parler d'une maladie, c'est parler d'une psychose, et c'est compliqué de parler de psychose, parce que c'est une manière de parler de quelque chose d'inexplicable et d'incompréhensible, mais qui existe malheureusement. Je voudrais dire, parce qu'il aime beaucoup dire que c'est une psychose. Oui. Alors, je voudrais dire qu'on peut le voir aussi comme une névrose obsessionnelle. Oui, mais parce que c'est l'antijudaïsme. Non, c'est l'antijudaïsme. Non, mais j'entends bien l'image maintenant. Oui, oui. Je suis un peu psychanalyste, je vais dire que... psychologue clinicienne, donc je veux dire que... On pourrait parler de perversité aussi. C'est vrai. Et comme parfois, en fait, c'est un petit peu... ça peut s'articuler, en fait, la psychose, la névrose. Je ne sais pas si... Mais on ne guérit pas d'une psychose. Mais je voudrais dire que... Non, mais les névroses obsessionnelles, parce que le mot obsession, il est bien aussi. La névrose obsessionnelle, c'est parce que la névrose obsessionnelle, par définition, elle s'inscrit dans la répétition. Et c'est quelque chose qui travaille à l'intérieur et qui mine, j'ai envie de dire, et où on cherche tout le temps la causalité, le responsable, etc. Et ça revient. Et toute explication ou tout passage à un moment plus tranquille, finalement, ne garantit jamais qu'on ne va pas revenir dans la même forme de répétition. Et là, je pense qu'il y a quelque chose dans l'antisémitisme. Alors, est-ce une histoire sans fin? En tout cas, ne ratez pas le documentaire Histoire de l'antisémitisme qui passera le 12 avril sur Arte, mardi 12 avril à 20h50. Il est formidable. Merci à vous trois. Merci beaucoup. D'où vient l'antisémitisme? L'antisémitisme frappe les sociétés qui sont soit en crise, soit en mutation. Comment s'est-il construit au fil des siècles jusqu'à la solution finale? On était exterminés comme des microbes.
Et pourquoi ça n'en finit pas? Ce qu'il faut faire, c'est se réveiller. Une série documentaire indispensable. À voir mardi dès 20h55 dans Théma.